Donc, bienvenue. On va commencer. Donc, c'est la dernière session, ronde de puissance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, donc, je pense que vous saviez déjà les instructions parce que c'est la huitième séance ensemble. Par contre, je veux juste dire vite fait que vos microphones et caméras sont désactivés. Aussi, l'espace de clavardage est désactivé. Par contre, vous pouvez utiliser la fonction Q&A ou Q&A pour poser vos questions aux panélistes parce que à la fin de la présentation, on va avoir une partie de Q&A avec les panélistes. Donc, posez vos questions dans la fonction Q&A et votez pour les questions que vous voulez savoir les réponses. Parce que les questions les plus populaires avec les plus de votes, donc les plus de pouces en l'air, thumbs up, je vais poser ces questions en premier aux panélistes. Et aussi, toutes les sessions sont enregistrées comme vidéo sur notre chaîne YouTube, mais aussi comme balado sur Spotify. Donc, si vous voulez revoir cette session après, vous pouvez. OK. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, donc je devrais me présenter. Moi, j'appelle Alexa Yakali et je suis agente de projet chez le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Ça fait 3 années maintenant que je travaille ici. Et avant ça, j'étais coordinatrice en RH chez Infrastructure Canada. OK, donc avant qu'on commence, je veux juste lancer un sondage pour vous avec des questions. Ce n'est pas un test et ce n'est pas obligatoire, mais aussi c'est anonyme. C'est seulement pour le fun. Donc, oh, parfait, merci. Donc, les questions sont, à combien de séances avez-vous participé au cours des 2 dernières semaines? Donc, séances de cadre de carrière. Et la deuxième question, comment avez-vous participé au CDC 2025? Donc, je peux voir ici le pourcentage des participants qui ont répondu au sondage. Donc, je vais juste attendre peut-être à 80%. Parfait. OK. Donc, vous avez participé à 1 à 7 séances. C'est parfait. Ça, c'est presque 100% des séances. Donc, bravo, merci. Je l'apprécie beaucoup. Comme membre d'équipe du RGRF, je l'apprécie beaucoup. On fait beaucoup d'efforts. Donc, merci. Beaucoup de gens ont dit toutes les séances. J'adore ça. Donc, la deuxième question, comment avez-vous participé? Et 100% ont dit j'ai participé de façon virtuelle. C'est parfait. Moi, j'adore les façons de virtuel et en direct parce que vous pouvez interagir avec les panélistes. Donc, j'adore ça. Merci beaucoup de répondre à ça. OK. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les objectifs d'apprentissage aujourd'hui, c'est juste de savoir ce qui a été abordé lors du conférence, si vous avez manqué les autres sessions, et comment tirer parti de ces ressources, mais aussi comment planifier votre apprentissage pour cette année. Il y a des journées d'apprentissage en personne que le RGF offre pendant l'année. Donc, s'il vous plaît, inscrire à ça sont mes types d'apprentissage favoris parce que moi, je suis extroverte, donc j'adore rencontrer des gens. Mais sinon, il y a aussi plein d'apprentissages qui sont offerts de façon virtuelle aussi cette année. Et aussi, on va apprendre des panélistes inspirants. Donc, aujourd'hui, on a des 3 panélistes fantastiques qui vont répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc, nous sommes vraiment chanceux d'avoir eux parmi nous. OK. Donc, je pense que maintenant, c'est le temps que les panélistes se présentent. Donc, on va commencer avec Gabi.
Allô, bonjour tout le monde, pourrez-vous me voir? Alors, je suis heureuse de joindre tous ceux qui sont ici aujourd'hui sur le territoire traditionnel concédé du peuple algonquin-Nabeg. Je suis la secrétaire adjointe du cabinet responsable du secrétariat du renouvellement de la fonction publique au bureau de conseil privé. Les membres de mon équipe et moi aidons le greffier dans le cadre de son rôle de chef de la fonction publique en gardant une vue d'ensemble de ce qui passe dans l'ensemble de la fonction publique. Nous chapeautons également la mise en œuvre de l'appel à l'action de greffier en faveur de lutte contre le racisme et l'équité d'inclusion. Avant de me joindre au BCP, j'ai travaillé à Patrimoine canadien en tant que subministre jointe responsable du multiculturalisme de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme et du plan d'action canadien de lutte contre la haine. Je suis également coprésidente de l'équipe de travail des sous-ministres adjoints sur l'appel à l'action en faveur de lutte contre le racisme et l'équité et l'inclusion. Donc, je passe la parole à mon collègue, Mathieu, ou Camille. C'est bon, merci Gavin. Et merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui, à vous les participants en ligne. Ça me fait plaisir d'être ici. Je me présente Camille Beausoleil. Je suis la directrice exécutive de la Communauté nationale des gestionnaires depuis presque 2 ans. C'est un travail qui me passionne énormément. Je suis choyée d'être dans un rôle de pouvoir aider les gestionnaires de la fonction publique partout au Canada. Et c'est un travail dynamique, inspirant de pouvoir rencontrer directement les gens qui s'occupent des équipes, qui font un travail super important pour la fonction publique. Avant de travailler dans ce rôle, j'ai travaillé moi aussi à Patrimoine canadien euh, et à l'École de la fonction publique dans différents rôles de gestion de projet, de gestion de processus d'équipe comme chef de cabinet. Donc, j'ai fait un peu la tournée de différentes sortes de fonctions depuis mes 17 ans dans la fonction publique. Euh, Côté personnel, j'ai un baccalauréat en psychologie et une certification en ressources humaines. J'habite dans la région de la capitale nationale aussi et c'est ici où je travaille. Et puis, un petit fait saillant ou peut-être un fait embarrassant par rapport à moi, c'est que malgré le fait que j'habite à Ottawa depuis au-dessus de 25 ans, je n'ai jamais patiné sur le canal Rideau. Je laisse ça comme ça. Et je vais passer la parole à Mathieu. Merci. Bonjour, merci. Mon nom c'est Mathieu. Vous voyez ma bio sur l'écran présentement. Je suis en train de travailler sur le projet de la gestion du capital humain avec SPAC. Je travaille en gestion de changement et aussi je fais de l'engagement par rapport à notre projet. Puis le projet, c'est juste garder un petit projet et juste de garder ce qui pourrait potentiellement remplacer le système Phoenix et le système des ressources humaines euh, dans les prochains 5 10 ans, quelque chose comme ça, là. Alors, moi, je fais un petit peu de la gestion de changement par rapport à garder, à équiper des personnes pour faire sûr qu'eux autres sont confortables avec le changement qui va potentiellement s'en venir dans le futur. Sur l'écran aussi, vous voyez un petit peu de mon background, de, de de mes vieilles expériences de travail, on va dire. J'ai travaillé à l'international un petit peu. J'ai aussi travaillé dans le secteur privé, dans les ressources humaines, la comptabilité, des projets de gestion, toutes ces choses-là. Mais moi, je vous joins de Moncton au Nouveau-Brunswick, alors vous allez probablement entendre mon accent acadien qui sort ici et là à travers de la présentation. Alors, c'est tout pour moi. Je pourrais passer ça à notre modératrice. Merci, excuse, j'avais des problèmes là avec mon vidéo. Donc, merci aux panélistes. J'étais un peu choquant pour entendre que Camille jamais patiner, mais c'est correct, on va parler à ça, après la session. Donc, maintenant, on va commencer avec les diapos de résumé de chaque session qui s'est arrivée pendant la conférence. Donc, je vais passer la parole aux panélistes pour présenter les petits points saillants pendant les 2 semaines de conférence. Donc, à toi encore, Mathieu. Merci. Euh,
Je pense que la c'est première. moi. C'est ça, exactement, oui, c'est ça, j'allais vous dire. Je- j'ai juste mon Désolée. vidéo. OK, voici. Donc, oui, on a commencé avec une navigation des valeurs éthiques dans la vie professionnelle. Et l'atelier a souligné l'importance pour les fonctionnaires d'adopter un comportement éthique et d'adhérer au code de valeurs d'éthique dans leurs actions et leurs décisions. Tout en ce qu'on a accompli dans le cadre de notre travail, peu importe notre poste ou niveau, est guidé par le code de valeurs d'éthique du secteur public, le respect de la démocratie, le respect envers les personnes, l'intégrité, l'intendance et l'excellence. Les panélistes ont insisté sur le besoin pour les fonctionnaires de faire preuve de l'intégrité et d'impartialité, de fournir des conseils non biaisés et de veiller à ce que leur action ne soit pas influencée par des motifs partisans afin d'instaurer la confiance du public. Être un fonctionnaire, ce n'est pas un emploi comme les autres. Nous avons des responsabilités particulières. Tous les jours, nous devons rappeler que ce que signifie être un fonctionnaire. Les panélistes ont discuté du maintien de l'impartialité, du professionnalisme sur les médias sociaux et du fait qu'il faut tenir compte des effets sur la perception du public de nos comportements en ligne. Restez professionnels, restez non partisans, réfléchissez avant de publier quelque chose, réfléchissez avant d'aimer ou de partager un commentaire, un mème. Un aimant ne signifie pas immunité. Réfléchissez à l'image que vous voulez donner. Les panélistes ont parlé de la façon de gérer des conflits d'intérêts potentiels et de maintenir l'intégrité et l'impartialité dans les contextes personnels et professionnels afin de favoriser une réputation de confiance. En tout, en coup de doute, discutez avec vos collègues, votre gestionnaire ou les experts en ressources humaines de votre organisation. De plus, au cours de la dernière année, un dialogue animé s'est tenu, ce que signifie être un fonctionnaire dans un contexte moderne, en évaluation rapide et sur la façon de concilier les valeurs, les croissances, les identités personnelles avec nos responsabilités professionnelles. Au cours des discussions, de jeunes fonctionnaires nous ont dit de ne pas avoir été informés quant aux valeurs et l'éthique lorsqu'ils ont entré dans la fonction publique. Et j'espère que ces séances de camp de carrière vous ont permis d'être bien informés, vous ont fait réfléchir à ce qui signifie être fonctionnaire et à la façon dont vous pouvez mettre de l'avant des valeurs éthiques tout au long de votre carrière. Donc, nos valeurs nous poussent à agir en période de changement ou de difficulté. Elles nous guident dans la bonne direction. Tandis que faisons face à cette prochaine période de transition, nous devons renforcer qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous offrons un excellent service aux Canadiens, au Canada et aux Canadiens. Donc, en terminant, comme j'ai dit auparavant, si vous avez des questions, je vous encourage à communiquer avec le champion de valeurs d'éthique dans votre organisation. Euh, Deuxièmement, sur le slide, c'est avancement de carrière dans votre région. L'atelier a mis l'accent sur l'importance pour les fonctionnaires régionaux de se faire valoir afin de relever les défis géographiques et de réussir leur carrière. Les panélistes ont souligné le rôle de l'image de marque personnelle et du réseautage dans le changement de carrière de fonctionnaires régionaux en donnant des conseils sur la façon de bâtir des carrières marquantes. Les panélistes ont discuté aussi de stratégies permettant de diriger sa carrière avec concentration et préparation, de créer son image de marque professionnelle et de déterminer les possibilités de croissance.
Et ensemble aussi, les panélistes ont parlé de l'importance de comprendre les obstacles, de s'adapter et de saisir des nouvelles occasions d'ouvrir des portes et d'explorer les expériences diverses. Donc, c'est tout et je passe la parole à Mathieu. Merci, merci. Je fais juste de réaliser que j'avais resté ma caméra ouverte. Je m'excuse. Je m'excuse, j'étais juste en train de t'écouter. C'est ça. Pour la compréhension sur les cultures de travail mondiales, l'atelier a discuté des défis mondiaux comme le changement climatique, les crises sanitaires, qui nécessitent des solutions globales et une coopération internationale. Les experts ont insisté sur l'importance de la transparence et de la responsabilité d'une communication claire pour restaurer la confiance dans les institutions publiques face à la méfiance croissante. Les fonctionnaires doivent être encouragés à innover et à prendre des risques, à créer des espaces pour expérimenter et d'apprendre de leurs erreurs. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, l'ONU se concentre sur des utilisations éthiques et sur la création des règles mondiales pour la gouvernance numérique, pardon. Les panélistes ont aussi parlé qu'il est essentiel de créer un réseau et de collaborer entre les secteurs et les pays pour une gouvernance efficace et de développer leur propre carrière. Euh, Puis c'est à peu près tout pour le premier. Le deuxième, qui parle à propos de jumeler notre passion et nos compétences avec notre développement de carrière. Euh, les panélistes ont parlé comment est-ce que c'était important de connaître nos valeurs personnelles et de voir comment celles-ci s'alignent avec les priorités de l'organisation, ce qui peut améliorer la satisfaction au travail et réduire le stress. Ils ont parlé aussi d'explorer des opportunités professionnelles et d'intégrer vos passions dans votre rôle, comment il est crucial de rester impartial et d'éviter les conflits d'intérêts potentiels. Et on parlait à peu près à propos des tests de personnalité comme le Myers-Briggs ou le DISC, DISC, qui peuvent vous aider à mieux vous connaître, à mieux comprendre votre équipe et orienter vos choix de carrière. Et finalement, ils ont parlé comment faire des choix éclaircis par rapport à vos carrières en utilisant des méthodes suivantes. Potentiellement réfléchir sur vous-même, tenir un journal de vos réussites, demander des retours de vos collègues et supérieurs et aussi d'explorer différentes opportunités de réseautage et de bénévolat à travers votre département ou potentiellement à l'extérieur aussi. Alors ça résume un petit peu les deux points. Je vais le passer à Camille. Merci Mathieu. Et ça tombe bien que Joshua met les liens envers le LinkedIn dans le clavardage en même temps que je suis ici pour parler de l'atelier sur LinkedIn. Donc, excellent timing. Euh, euh, pour faire un survol de l'atelier sur façonner votre persona numérique par rapport en particulier à LinkedIn. Donc, très intéressant. Ça a mis l'accent sur l'importance d'avoir une présence en ligne cohérente. Donc, pour améliorer ta visibilité et aussi tes perspectives d'emploi en s'alignant sur des objectifs de carrière et tes valeurs personnelles. Les panélistes ont souligné le rôle que peut jouer LinkedIn dans l'élargissement des réseaux, le partage de l'expertise et l'établissement d'une image professionnelle de confiance. Et je dois dire, depuis mon arrivée dans le poste que j'occupe présentement, je suis plus active sur LinkedIn que je l'ai jamais été par le passé. Et j'ai des gens qui s'ajoutent à mon réseau à presque tous les jours. Et j'ai l'impression que je vais en avoir d'autres aujourd'hui suite à cette présentation. Alors, je suis complètement d'accord avec les panélistes que avoir une image professionnelle et un engagement à du contenu pertinent et accrocheur, ça m'apporte plus de confiance quand je vois quelqu'un qui veut s'ajouter dans mon réseau LinkedIn. Donc, je suis plus apte à vouloir accepter cette personne dans mon réseau. Euh, les panélistes ont aussi parlé de la nécessité de maintenir la neutralité, d'adhérer au code de valeurs et d'éthique, comme l'ont mentionné mes collègues, éviter de communiquer des informations sensibles afin de garantir le professionnalisme et l'intégrité en ligne.
tu sais, point de vue, petit commentaire personnel, on s'entend que LinkedIn, c'est pas Reddit, c'est pas Instagram, et je veux même pas dire Facebook parce que vous allez penser que, oh my God, elle est vieille, mais il y a absolument un côté plus professionnel qui est aligné au monde du travail, donc le contenu doit aussi le refléter en quelque sorte. En ce qui a trait à la deuxième séance sur l'écran ici, par rapport aux conversations franches pour la croissance professionnelle, ou entre autres des conversations difficiles, cet atelier a mis l'accent sur l'importance de communiquer de manière claire et respectueuse afin d'établir la confiance et résoudre des problèmes en proposant des techniques de préparation aux conversations difficiles. Comme j'ai mentionné, ça fait 17 ans que je suis au gouvernement et donc j'en ai eu des conversations difficiles. Euh, et je dois dire que même l'action même de se préparer à avoir une conversation nous enlève un énorme stress. Alors même si on n'utilise même pas nos notes, alors je suis contente que les panélistes ont apporté le côté de l'importance de préparation aux conversations. Des fois, on associe des conversations difficiles à des conversations de rétroaction ou même au cycle d'évaluation de rendement. En fait, les panélistes ont recommandé d'utiliser le modèle SCI, situation, comportement, impact, afin de fournir une rétroaction claire et constructive, de favoriser le perfectionnement professionnel et d'encourager des relations positives entre les employés et les gestionnaires. Donc, je le répète encore une fois, tu sais, je suis la directrice exécutive pour la communauté nationale des gestionnaires. Ça fait partie de mon travail d'aider les gestionnaires à trouver des solutions constructives. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Ils veulent donner une rétroaction claire et d'établir une relation de confiance avec les employés. De mon expérience, la majorité des conversations difficiles résultent souvent dans un manque de communication claire. Donc, ça m'apporte à mettre l'emphase sur ce que les panélistes ont dit au niveau des méthodes de résolution de conflits avec des collègues, notamment l'établissement d'attentes claires et l'importance et le maintien d'une communication claire. Les panélistes ont discuté de l'importance de maintenir la pleine conscience afin d'améliorer la capacité à gérer des conversations difficiles et les relations en milieu de travail. C'est important de prendre le temps de réfléchir suite aux conversations et faire preuve de bienveillance envers soi-même aussi. J'arrête ici parce que je pourrais en parler longuement sur ces deux thématiques. Je vais repasser la parole à Alexa. Merci beaucoup, Camille. Um, donc, je veux juste expliquer les prochaines étapes, essentiellement. Donc, les prochaines diapos, merci. Donc, comme je disais avant, que le RGFF, on a des journées d'apprentissage en personne, tout à partir du pays, 25 villes. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous rapidement pour garantir votre place. Donc, il y a les liens dans le chat, mais aussi il y a le code QR que vous pouvez scanner ou même écrire dans votre sur le site web Linktree FYNRGFF. Vous trouvez le Linktree avec toutes les ressources. Aussi, inscrivez-vous à notre liste de distribution. Donc, si vous voulez savoir sur nos événements, mais aussi il y a d'autres événements et d'autres communautés qui s'arrivent au GC, mais aussi les autres occasions, opportunités, même les mentorats éclairs, tout ça, nous te donnerai à vous comme courriel ou promotion si vous inscrivez à la liste de distribution. Donc, merci pour ça. C'était la dernière diapo. Maintenant, ma partie préférée, c'est la période de questions et réponses. Donc, il y a une couple de questions que les participants ont posées et je vais juste filtrer par les plus populaires. Donc, les questions avec les plus de votes. Et je vais poser aux panélistes. Donc, commençons. La première question, la question avec les plus de votes est quelles aptitudes ou compétences considérez-vous comme essentielles à l'avancement professionnel dans le secteur public
dans les années à venir et comment les participants peuvent-ils commencer à les acquérir dès maintenant? C'était une bonne question. Qui veut commencer? Moi, j'aimerais commencer, s'il vous plaît. Je pense Certainement. que dans le futur proche, une des aptitudes que je pense que la plupart des fonctionnaires devraient acquérir serait d'être confortable avec l'inconnu et le changement. On a beaucoup de changements qui viennent de tous les différents côtés, de tous les différents bords, de toutes les différentes manières. Je pense que d'être confortable avec ce changement-là et de savoir c'est quoi mon rôle par rapport euh, à, à faciliter le changement dans mon département, dans ma section, dans mon groupe, dans mon équipe, whatever, pour ce que c'est. Je pense que ça, c'est un atout que la plupart des gérants ou des managers aimeraient de voir dans leurs employés. C'est pas nécessairement quelqu'un qui a la fermeture d'esprit qui dit c'est la manière qu'on fait les choses, on va tout en faire ces choses-là de la même manière. Quelqu'un qui peut regarder avec l'intelligence artificielle, regarder avec les différents systèmes, regarder, comme incorporer un petit peu de tout ça à travers du jour au jour, l'ouvrage quotidien. Je pense que ça serait un atout qui serait vraiment important. Mais là, je ne sais pas si les autres personnes veulent sauter sur ça aussi. Je vais sauter après. Tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. La capacité en gestion de changement, l'agilité, c'est vraiment nécessaire dans un secteur public qui évolue constamment. Ça nécessite une adaptation rapide aux nouvelles réalités. Donc, pour euh, développer ces compétences, c'est important de participer des projets, d'adopter une mentalité d'apprentissage continu et de lire sur la gestion de changement, de vraiment développer ces compétences-là. J'ajoute aussi que c'est vraiment littératie de numérique et gestion de données. Donc, la gestion de données est la base de toutes les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Donc, il faut connaître bien le lien entre les deux, puis euh, utiliser ou visiter l'école de la fonction publique pour voir tous les cours qui sont disponibles. Il y a beaucoup de ressources disponibles pour nous. Même le LinkedIn a des cours de Coursera, n'importe où, il y a beaucoup de ressources pour les fonctionnaires. Mais dans cet environnement qui évolue aussi, je pense qu'avec l'information, désinformation, c'est important d'avoir une pensée stratégique et analytique. Ça va rester un atout pour tous les fonctionnaires, je pense, pour le futur et pour maintenant aussi de comprendre les priorités d'événements, d'être capable de les traduire dans des actions concrètes pour nos équipes, pour nos employés. Il faut avoir une connaissance de ce que se déroule dans notre contexte et impliqué dans des groupes de travail qui sont interfonctionnels ou pour vraiment développer cette connaissance aussi. Moi aussi, je rajouterais quelque chose qui retouche un petit peu à certains éléments que Gavin et Mathieu ont mentionnés. Pour moi, ça serait aussi de travailler sur les habiletés de communication, Oui. euh, parce que ça nous aide à naviguer le changement. Et ça a aussi la composante de pratiquer à savoir comment faire du brefage, briefer, superviseur, gestionnaire, directeur et plus, surtout en naviguant des changements qui se passent autour de nous. Si tu as besoin de défendre ton projet, si tu as besoin tu sais, discuter du travail que tu fais dans ton équipe, de la capacité de bien communiquer de façon claire et efficace, je trouve que c'est une aptitude super importante. Parce que ça vient aussi à mon autre point que tu as touché un petit peu aussi, Gavin, c'est au niveau du réseautage. Pour, en naviguant des situations un peu inconnues, c'est super important d'avoir ton réseau, de pouvoir connaître, de savoir c'est qui fait travailler les choses, qui fait Ouais. avancer les choses, de connaître les bonnes personnes dans ton ministère, dans ton organisation, au gouvernement. Donc, pour ce faire, pour pouvoir être efficace dans le réseautage, c'est d'avoir des bonnes habiletés de communication aussi. Donc, je mettrais ça de l'avant de ce côté-là. Merci, j'adore ces consignes. C'est comme
Parce que comme toutes les questions sont déjà répondues avec tout ça. Non, j'adore ça. Merci beaucoup. Et je veux juste dire aux participants que vous pouvez poser vos questions dans la fonction Q&A ou Q&A. Donc, c'est une fonction, un bouton en dessous de votre écran ou peut-être ça dit point plus sur la façon mobile, peut-être ça dit ça. Cliquez sur ça, s'il vous plaît, mettre et posez vos questions parce qu'on a ces trois panélistes avec vous aujourd'hui. C'est le temps et l'occasion pour poser vos questions. Donc, Alexa, est-ce que je peux oui, ajouter à la question des réponses parce que oui. je pense que c'est important de souligner, mais peut-être c'était souligné pendant tous les événements de camp, mais c'est important d'avoir aussi développé les compétences de leadership inclusif. On a la diversité nous sommes une fonction publique plus diversifiée qu'auparavant. On a des employés avec des différentes habilités, des backgrounds, de tout ça. Donc, il faut qu'on ait les compétences en tant que gestionnaire, en tant que fonctionnaire, de vraiment travailler et développer des compétences pour un leadership inclusif. Donc, j'aimerais seulement souligner ça aussi en tant que euh, des compétences pour le futur. Non, j'adore ça. Merci beaucoup. Je suis totalement d'accord avec ça. Et j'adore le fait que tu as mentionné gestionnaire inclusif. C'est un mot-clé que j'adore. Merci beaucoup pour ajouter ça. Donc, je vais continuer avec la deuxième question plus populaire. Donc, ici, quel conseil donnerez-vous aux participants qui recherchent un mentorat ou des conseils pour les aider à rester responsables de leur avancement professionnel tout au long de l'année? Donc, quel conseil donnerez-vous aux participants qui recherchent un mentor, je pense, ou des conseils? Je pense que comme à travers de si je peux commencer. Mhm. OK. À travers de la question, j'ai comme juste un petit point de comme contention. C'est rechercher un mentor pour avoir des conseils corrects. Essayer d'avoir comme de faire ton mentor, te garder responsable de ton développement de carrière. Je sais pas si je suis 100% d'accord avec celui-là parce que c'est ta carrière. T'sais, comme, Mhm. j'ai souvent des discussions avec les membres d'ici du réseau des jeunes qui me demandent comme, comment est-ce que je fais pour me rendre là? Comment est-ce que je fais pour me rendre là? Puis tous les fois, je les dis tout le temps comme, c'est ta carrière. Mhm. Ton développement de carrière devrait dépendre sur tes capacités, tes intérêts. Comme chaque développement de carrière va tout le temps rester différent par rapport à n'importe quel. Comme deux personnes dans le même département pourraient avoir des différentes carrières puis se rendre au même point final. Ça, je pense que ça serait intéressant comme, de peut-être peaufiner un petit peu la question puis dire que comme tu sais, des personnes qui veulent chercher des mentors ou des conseils ou des choses comme ça, je trouve que dans le gouvernement fédéral, euh, toutes les personnes que j'ai parlé à sont toujours ouvertes à avoir des conversations formelles, informelles, de mentorat, des conseils, toutes ces choses-là. J'ai jamais eu une personne qui m'a dit malheureusement je suis trop occupé puis ils m'ont fermé la porte au nez. Ils ont toujours pris du temps, ils ont toujours fait de la rétroaction à travers, comme même quand tu t'appliques pour des positions que tu ne sais pas qualifier. Tu sais, comme, toutes ces choses-là, il y a différents réseaux que tu pourrais prendre pour avoir de la rétroaction. Alors, je pense que comme, tu sais, comment rechercher un mentor euh, serait important de faire sûr que vous restez clair avec vos intentions par rapport à cette autre personne-là aussi. Tu sais, c'est quoi, comme, qu'est-ce que vous aimeriez d'avoir? C'est-tu juste des conseils? C'est-tu juste vraiment des développements de carrière? Comme, tu sais, de travailler ça un petit peu avant d'aller comme ébrouter ça partout dans le monde. Alors, je pense que comme c'est mes pensées vite par rapport à celle-ci. Moi J'aime le aussi, fait que oui, Camille oui, lève que sa main dans une conversation. oui, je sais, je peux, c'est parce que je cherchais mon bouton de sourdine. Non, laisse off, c'est pas nécessaire. Oui, je sais. Mais j'ai un petit restant de tout, là. Je voulais pas vous écœurer avec Ouais. en tout ça. Mais moi, merci Mathieu. Je rajouterais aussi, tu sais, lors des sessions que vous avez eues sur l'importance du réseautage, comment réseauter, aller chercher vos réseaux, je pense qu'utiliser de ces techniques-là pour aller vous trouver un mentor, quelqu'un dans votre environnement ou même à l'extérieur qui peut vous aider. J'ai plein d'autres suggestions aussi.
une des choses, la première chose qui me vient à l'idée, c'est d'avoir développement, bâtir une relation de confiance avec votre gestionnaire, parce que votre gestionnaire peut ouvrir plusieurs portes pour vous, dans le sens que peut-être que vous voulez faire du genre de job shadowing, pour voir, explorer différentes opportunités qui pourraient se retrouver peut-être dans ton organisation. Il y a peut-être des projets spéciaux que tu pourrais travailler dessus pour aller chercher quelques compétences que peut-être que tu cherches à développer. Ça peut faire partie de ton plan d'apprentissage pour aller chercher de la formation, pour être identifié pour des opportunités à venir. Si tu ne le dis pas, ton gestionnaire ne va pas le savoir et ne peut pas deviner que tu as de l'intérêt à vouloir développer tes habiletés. Euh, et puis, fait comme Mathieu l'a dit, c'est seulement toi qui peux le dire. C'est ta carrière, c'est toi qui peux le dire à ton gestionnaire ou à des gens dans ton entourage. Euh, Aussi, ça veut dire porte attention à ce qui se passe dans ton environnement. Avez-vous une page intranet puis voir c'est quoi les choses qui se passent au sein de ton ministère qui pourraient t'intéresser pour aller faire des contacts dans ton réseau, pour aller chercher des nouvelles compétences. Euh, il y a aussi des opportunités sur LinkedIn, comme on l'a mentionné, ou sur d'autres réseaux. Il y a plein de ressources que le réseau des jeunes fonctionnaires fournissent aussi, des trucs et astuces pour aller développer vos réseaux, comment trouver un mentor. Il y a des ressources en ligne sur des séances de mentorat éclair, sur des différents groupes qui font beaucoup de mentorat. Écoute, je peux en parler en long puis en large, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui existent. Mais au début, c'est vraiment faut sortir un petit peu de ta coquille pour te dégainer un petit peu pour vraiment prendre ta carrière en charge puis dire, hey, peut-être j'aimerais ça faire quelque chose d'un peu différent. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a seulement toi qui peux le dire. Donc, je t'encourage fortement à prendre confiance dans tes habiletés puis de t'essayer. En 2025, c'est l'année à essayer d'ouvrir ton réseau. C'est mon pitch. Ouais. Ah, c'est un beau pitch. Sold. Ben, pour moi, là, j'ai pas beaucoup plus à ajouter à ces deux commentaires de Mathieu et Camille, mais peut-être je vais commencer avec une idée de vraiment identifier vos besoins et objectifs professionnels avant. Parce que des fois, dans ces conférences, on dit comme, OK, il faut avoir un mentor. OK, bon, je cherche un mentor. Mais pourquoi? Avant de chercher un mentor, prenez le temps de réfléchir. Quelles compétences voulez-vous développer? Quelles connaissances voulez-vous développer? Quels objectifs voulez-vous atteindre cette année? Par exemple, est-ce que vous souhaitiez améliorer votre leadership, mieux comprendre les politiques publiques ou apprendre à naviguer dans un certain environnement complexe? Soyez vraiment clair avant de vous-même, avant de vous laisser. Donc, oui, c'est dans votre liste de ces objectifs dans votre plan d'apprentissage, mais pourquoi? Donc, ça c'est vraiment la première étape. J'ajoute aussi de soyez proactif, comme mes collègues ont dit, mais aussi flexible. Le mentorat ne va pas venir vers vous, aller vers les personnes que vous admirez avec respect, avec humilité. Rappelez-vous, le mentorat peut être formel, comme Mathieu a dit, ou informel, mais parfois, c'est peut-être une simple conversation ou discussion informelle autour du café, peut-être avec un autre collègue qui travaille dans un autre domaine, un autre ministère, pour vraiment euh, accroître votre connaissance d'un différents domaines de travail. Donc, c'est vraiment ça, restez flexible à toutes les opportunités d'apprendre de vos pairs, d'autres collègues dans les autres ministères, dans d'autres fonctions aussi. Je rajouterais, Gavin, sur ça aussi, de mon expérience aussi, c'est que j'ai différents mentors pour Moi différentes aussi. choses. Oui, Alors, c'est aussi important de garder en contact avec ces gens-là au fil des années parce que souvent, comme j'ai déjà eu une situation que je me suis dit, oh, la meilleure personne qui pourrait être mon sounding board, qui pourrait être la personne ressource pour ça, je vais justement l'appeler pour prendre un café ensemble. Donc, j'ai trouvé que c'était une autre chose efficace à avoir dans nos outils comme fonctionnaires. Hmm. exact. J'aimerais juste te rajouter un autre petit point que je fais juste de penser à. Je trouve ça aussi comme on avait parlé de comme sortir de sa coquille puis parler un petit peu comme sortir de sa zone de confort comme Mhm. je trouve intéressant aussi le point de pas s'arrêter d'appliquer pour du mentorat ou d'appliquer pour des positions ou d'appliquer pour des opportunités. Comme moi, je dis tout le temps aux personnes ici dans le réseau des jeunes, comme si vous êtes intéressé, appliquez. C'est à eux autres
à vous dire que vous ne qualifiez pas. Essayez pas de vous dire, je ne qualifie pas pour ça, ça, j'applique pas. Arrêtez de vous mettre le bâton dans les roues. Là, comme, essayez toutes les opportunités, puis c'est eux autres, les personnes de l'autre côté qui vont vous dire si vous qualifiez ou si vous ne qualifiez pas, puis allez chercher cette rétroaction-là pour essayer de faire sûr que la prochaine fois que vous appliquez, vous pouvez qualifier pour la position que vous aimeriez d'avoir ou le mentor que vous aimeriez d'avoir. Je voulais juste comme finaliser ça un petit peu. Non, j'adore ça. Et j'adore que c'est vraiment une discussion qu'on a ensemble aujourd'hui. Et aussi, je vois que peut-être le thème pour la réponse de cette question était intention. Et j'adore ça. Je pense que c'est vraiment un thème pour l'année 2025, c'est faire les choses avec intention. Donc, j'adore ça. Et je pense, la prochaine question, je pense qu'on a déjà peut-être répondu, mais je vais demander encore parce que c'est la question la plus votée. Donc, comment les fonctionnaires des bureaux régionaux ou ceux qui travaillent à distance peuvent-ils tirer le meilleur parti des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement, surtout celles qui sont plus accessibles à leurs collègues des bureaux centraux? Donc, je vais juste répéter la question. Comment les fonctionnaires des bureaux régionaux ou ceux qui travaillent à distance peuvent-ils tirer le meilleur parti des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement, surtout celles qui sont plus accessibles à leurs collègues des bureaux centraux? Je sais que Mathieu, tu as probablement plein d'idées aussi en travaillant d'un bureau régional, mais si je peux me permettre de passer en premier. euh, donc, avec l'emploi que j'ai en ce moment, je gère une équipe distribuée à travers le Canada. Donc, j'ai des employés dans toutes les régions, en Atlantique, au Québec, en Ontario, dans les Prairies et en Colombie-Britannique. Donc, ça fait partie de mon quotidien de gérer l'engagement de mon équipe à travers le Canada avec les différents fuseaux horaires. Et justement pour les encourager aussi à continuer leur cheminement de carrière et perfectionnement professionnel eux-mêmes comme employés. Donc, il y a deux côtés un petit peu à cette question-là. Euh, il y a le côté en travaillant à distance ou dans un bureau régional, des fois, on a un sentiment d'isolement par rapport au restant de la fonction publique et qui peut être difficile, surtout si tu travailles à 100% de la maison ou dans un format hybride et que tu ne croises pas toujours des gens en présentiel. C'est difficile. Alors, il y a un côté humain qu'il faut aussi garder en tête et trouver des façons de se motiver soi-même dans son emploi, trouver des façons qui vont vous rendre connectés de façon un peu créative. Dans mon équipe, on a un clavardage qui est social et un clavardage qu'on appelle business. Et on l'utilise. Puis qu'est-ce qui est super le fun, c'est qu'on a le bonjour de l'Atlantique avec le bonjour de la Colombie-Britannique pour nous qui est à midi. Mais ça le rend drôle. Puis quand je vois pas les bonjours, je suis comme, ah, tu sais, on essaie de continuer à rester en contact. Fait que c'est des petites choses comme ça, des fois, qui font une grosse différence dans l'engagement dans l'équipe. Et ça peut aider les gens en région. Euh, mais aussi, quelque chose qu'on fait beaucoup dans notre équipe comme Communauté nationale des gestionnaires et que je sais que le réseau des jeunes fonctionnaires fait beaucoup, c'est on met beaucoup l'emphase sur des contacts en personne, en région, quand c'est possible, avec des activités de réseautage, des 5 à 7, des dîners ensemble, de prendre un petit peu d'effort pour aller rencontrer des gens en personne puis déjà, de là, tu fais des contacts, surtout de façon interministérielle, parce que des fois, tu es comme le seul analyste ou la seule gestionnaire dans la région. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un d'autre à qui tu peux peut-être envoyer un petit message, puis dire, Hey, j'ai telle chose qui se passe, as-tu déjà vécu ça? Euh, on entend aussi souvent que des fois, les messages, ça prend longtemps à se rendre en région pour une raison quelconque. Alors, en créant un réseau de gens dans ton environnement, ça donne la chance de comparer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les différents ministères, comment ça se passe chez vous, puis
pouvoir travailler ensemble pour trouver des solutions pour améliorer la communication. Tu sais, des fois, dans notre bulle ici à Ottawa, si je ne le sais pas, je ne peux pas aider à améliorer puis trouver des solutions. Alors, c'est important comme employé régional de nous le dire si ça ne marche pas. Puis ça revient à à mon commentaire plus tôt sur bâtir la relation de confiance avec ton gestionnaire, avec ton équipe pour pouvoir facilement partager ses inquiétudes ou si ça ne va pas, par exemple, dans votre bureau régional ou à la maison. OK, j'arrête. Je laisse la parole. J'allais justement dire exactement ça. Je pense que comme on a dit la question précédente aussi, c'est l'intention, l'ouverture de la communication avec ton gérant ou ton dirigeant, whatever. Puis aussi, comment communiquer clairement tes besoins. C'est comme que Camille a dit, ton gestionnaire, qu'il soit assis à côté de toi ou qu'il soit assis à Ottawa, va pas savoir ce que tu as besoin sans que toi tu le dises. J'ai besoin de passer ce cours-là, j'aimerais de faire ces choses ici. Comme je pense que attendre que ton gestionnaire te donne toutes les opportunités, ça va potentiellement jamais arriver. Il faut vraiment prendre comme votre carrière dans vos mains et faire les démarches nécessaires pour aller atteindre ce que vous aimeriez atteindre par année, par mois, par quart, comme, dépendamment de la gestion de tout ça. Là, mais c'est comme de vraiment aller là avec l'intention et une communication claire va aider ton gérant de savoir comment monitorer, comment gérer, comment t'aider à faire toutes les choses que tu aimerais faire en région. Tu sais, comme moi, mon équipe, ils sont tous à Ottawa. Je pense qu'on est deux ou trois ici à Moncton. Puis c'est exactement ça. J'ai une communication constante avec ma gérante. Euh, puis tu sais, on se parle à travers des Teams, on a des conférences, on a des choses. Des fois, c'est même juste comme prendre un petit café ensemble, puis juste comme parler à propos d'absolument rien qu'à faire avec l'ouvrage, mais c'est still virtuel. On connecte encore à travers de Teams à travers de Zoom, à travers de toutes les autres options qu'on a comme fonctionnaire. So, je pense que ce serait comme, tu sais, l'intention, la communication, puis comme faire l'effort de votre côté aussi, pas nécessairement juste attendre que le gestionnaire fasse tout l'effort. Bon, il n'y a pas beaucoup plus à ajouter tant que la troisième personne va se toucher, mais moi, alors, dans beaucoup de mes postes de gestion, j'ai géré des équipes euh, dans les régions. Donc, j'avais des équipes dans toutes les régions du Canada quand j'étais directrice générale au Emploi social développement Canada ou au Environnement et changement climatique Canada. Donc, j'avais eu la responsabilité de s'assurer que tous mes employés aient eu les occasions de vraiment avoir l'occasion d'apprendre, d'avoir des plans d'apprentissage, des occasions de développer leurs compétences, tout ça. Donc, de cette perspective, je suis d'accord avec Mathieu. Des fois, on n'est pas certaine avec toutes ces qui sont accessibles pour les employés dans les régions. Donc, peut-être me de dire, oh oui, je peux avoir l'accès à ce type de formation, mais pour ce type, il n'y a pas assez de conférences ou je ne sais pas quoi. Ben, de expliquer ça, être clair dans votre attention, puis aussi vos besoins à votre gestionnaire aussi. Mais aussi, je pense que maintenant, dans cet environnement hybride, on a plus des occasions aussi de prendre en notre main notre carrière, notre apprentissage aussi, d'organiser des choses aussi pour dire, j'aimerais organiser une séance pour vous, mes collègues, de ce qu'on vit dans notre région ou les enjeux de mon région, c'est que pour avoir un échange. Donc, ça peut-être donner l'occasion de faire des connexions avec vos collègues dans les bureaux centraux ou l'administration centrale aussi. Donc, pour avoir ces échanges. Mais aussi, on a parlé d'accroître nos réseautages. Ça serait que tu peux faire des connexions ou avoir des parts d'apprentissage dans les autres régions aussi pour avoir d'autres perspectives, aussi d'apprendre à peut-être trouver un mentor dans notre région ou dans l'administration centrale pour avoir cet échange et aussi élaborer votre ce réseau ou ressources d'apprentissage aussi. Donc, j'ajoute ces points-là, mais je pense que Camille et Mathieu
donner le point le plus salient. Merci beaucoup. Oui, le temps passe tellement vite. Il reste 8 minutes. Il y a tellement de bonnes questions. Donc, je vais juste essayer de à moins faire trois autres. Donc, le plus populaire maintenant, c'est euh, quels sont trois conseils que vous donnerez aux employés indéterminés pour maximiser leur occasion de réseautage, d'apprentissage et de développement selon leurs aspirations, alors que leur charge de travail s'alourdira avec le départ des employés temporaires de leur équipe? C'était beaucoup de mots dans cette question. Euh, est-ce que les panélistes peuvent voir et lire la question? Est-ce que vous voulez que je répète? Oui? OK, parfait. C'est juste une question difficile. Oui, beaucoup de mots. Et désolée, moi, je vois pas la question de mon côté. OK, je vais juste répéter, excusez. Je veux pas gaspiller le temps, mais OK. Quels sont les trois conseils que vous donneriez aux employés indéterminés pour maximiser leurs occasions de réseautage, d'apprentissage et de développement selon leurs aspirations, alors que leur charge de travail s'alourdira avec le départ des employés temporaires de leur équipe? OK. Ouf! Il y a OK. plusieurs volets à ça, là. OK. Bon, peut-être je peux commencer. Je pense Oui. qu'il y a beaucoup de choses dans cette Mhm. question. Il y a peut-être une question d'apprentissage, mais ça couvre la vraie question. Mais Mhm. je vais répondre aux questions par rapport à l'apprentissage, mais si Merci. quelqu'un Bon. aimerait être courageuse de poser la question, la vraie question, on peut répondre à ça. Mais moi, Mhm. je prends le côté de l'apprentissage. Donc, oui, quand nous avons on a une charge de travail vraiment lourde, des fois, ça arrive peut-être pour toute l'année, pour une partie de l'année. Donc, il faut vraiment prioriser. On a parlé beaucoup de l'intention, de la réflexion, de ce que c'est important pour vous, pour apprendre dans une certaine année, une certaine période. Donc, vraiment prioriser des activités dans votre plan d'apprentissage et négocier le temps avec votre gestionnaire. Peut dire que, OK, pour quelques heures pour 7 mois, j'aimerais assister à ce cours. C'est important pour moi d'avoir ces compétences, mais peut-être le prochain mois, je peut-être passe seulement 1 heure une course en ligne. Donc, vraiment négocier avec votre gestionnaire et prioriser votre apprentissage parce que c'est vraiment une partie de vos fonctions. Donc, c'est ça ce que je propose ou suggère à vous. Mais vraiment, trouver des façons d'intégrer le perfectionnement de travail dans votre travail quotidien aussi. Il y a des façons d'identifier certaines tâches courantes qui offrent des occasions d'apprentissage. On peut profiter de défis liés à certaines charges de travail aussi ou de transférer certaines tâches en utilisant des nouveaux approches, innovations, nouvelles technologies. Donc, peut-être je vais commencer avec ça, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc je passe la parole à mes collègues qui m'auraient aussi ajouté. Oui, puis pour enchérir peut-être sur ce que tu disais, Gavin, il y a des techniques aussi qu'on peut utiliser en bloquant notre calendrier, Ouais. en gardant du temps clé, peut-être être créatif aussi dans notre apprentissage en écoutant des balados le matin pendant que tu as une demi-heure de route à faire. Fait que tant qu'à faire, on est tous bien d'apprendre. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça. Pour la deuxième partie de la question, premièrement, c'est un peu d'un what if parce qu'on ne le sait pas encore nécessairement. Tu sais, il y a beaucoup de changements qui se passent. Fait que c'est difficile à dire j'ai une charge de travail alourdie parce que j'ai un départ d'employés temporaires dans mon équipe. Fait que je pense que dans des situations comme ça, il y a aussi une conversation à avoir sur la charge de travail en général. Euh, Oui. S'il y a moins d'employés, s'il y a moins de ressources, il y a une question à avoir sur qu'est-ce qu'on priorise.
Exact. Puis souvent, puis je reviens à mon commentaire du début au niveau de l'importance de la communication, la capacité de brefage, de pouvoir identifier c'est quoi la priorité, c'est quoi le risque si on ne fait pas quelque chose, de bien identifier, d'avoir la pensée stratégique un peu sur qu'est-ce que Gavin mentionnait aussi au début. Puis, tu sais, si tu es nouveau au gouvernement ou nouvelle au gouvernement, et puis c'est pas quelque chose que tu as, beaucoup travaillé ou pratiqué, euh, parle à des collègues d'expérience, parle à tes gestionnaires pour voir comment identifier, qu'est-ce qu'ils entendent de leur côté, point de vue de la haute gestion, qu'est-ce qui semble prioritaire en ce moment, comment est-ce qu'on peut identifier le travail qu'on fait. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est une fonction publique qui est tous sur le burn-out. Oui, Il faut vraiment faire attention à soi-même aussi, mais je pense que c'est dans la façon de communiquer, de briefer, d'identifier notre travail, les risques associés, euh, et aussi en pensant que tu es un employé, une employée qui a besoin de peut-être pour être plus efficace dans une tâche, tu as besoin de prendre le temps de formation sur quelque chose. Alors, c'est une autre justification du temps que ça prend dans un certain apprentissage. Je pense que je pourrais rajouter comme, à moi, ça m'a fait penser à comme potentiellement deux points. Un, ce serait comme garder ton développement professionnel potentiellement un petit peu plus long terme. Si il y a quelque chose qui t'intéresse, un cours qui t'intéresse ou quelque chose comme ça, d'aller à ton gérant ou ton directeur et dire je vais le faire demain. Tu sais, c'est un petit peu plus difficile à dire comme, OK, oui, on peut tout réajuster les choses, on peut tout essayer de faire. Mais si tu lui dis, dans 6 mois, j'aimerais de faire ça à travers de, tu sais, un mois ici, un mois ici, un mois ici, potentiellement ça, d'arriver avec un petit peu plus de, comme, de viande avec la demande, tu sais, je pense que là, l'ouverture d'esprit serait potentiellement plus capable de passer à travers de, tu sais, si c'est des sessions de réseautage, d'apprentissage, de développement, toutes ces choses-là. Je pense aussi de comme arriver avec si vous connaissez vos gestionnaires et vous savez que ça, c'est comme non, ça ne va jamais arriver, d'arriver avec comme trois, quatre différentes options. Tu sais, de dire, si moi, j'aimerais de prendre ce cours ici, ça va prendre à peu près, tu sais, 5 heures par mois pour faire sûr que la charge d'ouvrage continue à se développer comme elle devrait. Je serais correct de prendre cette personne ici qui veut du mentorat informel, les montrer comment faire ceci pour qu'eux aussi peuvent développer des nouvelles compétences. Puis moi, ça me donne la chance d'aller chercher une nouvelle compétence, comme d'arriver avec un petit peu plus de stratégie en arrière de votre demande, potentiellement pourrait ouvrir les portes à des différentes conversations avec vos gestionnaires. exact. Un bon plan d'apprentissage, ça reste flexible. Mhm. Oui. Il y a beaucoup d'options toujours. Bien dit, merci. Donc, on a le temps pour seulement une autre question. Par contre, il y a comment dire, un tie entre les deux questions top préférées. Donc, je pense que je vais choisir celui-là juste parce que le deuxième, c'est seulement pour Gavin et Camille. Et je veux vraiment que Mathieu soit impliqué dans la dernière question. Donc, si nous avons un gestionnaire qui n'est pas très favorable à notre poursuite d'acquisition de connaissances à l'extérieur de notre domaine de travail, quelles sont nos options? Donc, oui, si vous... Petite question rapide, hein? Um, Oui, OK. Euh, Garde, moi, je pense que Mathieu a dit ce point quelquefois, mais c'est votre carrière. C'est vous qui prend ça dans votre priorité. Donc, il y a certaines choses que, Camille, on a parlé des autres options, des flexibles. Il y a toujours des options pour acquérir des connaissances hors de votre domaine de travail. Même les conversations avec vos pairs, des collègues qui travaillent dans ces autres domaines. Il y a des cours virtuels, il y a des balados aussi pour gagner des connaissances. Moi, j'ai j'ai suivi des cours sur le logement et l'intérieur. Moi-même, c'était pas aligné pas du tout de mon travail, mais je faisais parce que c'était important pour moi. Donc, il y a certaines choses que tu peux négocier, mais je pense que pour certaines choses comme ça, il y a des façons plus
facile, beaucoup d'autres options flexibles pour atteindre ces objectifs-là. C'est Mhm. ce que je propose. Je pense que j'aimerais te sauter sur ça vite aussi. Oui. Comme, je trouve tout le temps ça intéressant de savoir pourquoi le gestionnaire ne serait pas nécessairement ouvert à développer ses employés d'une manière comme, tu sais, d'avoir cette conversation-là avec ton gestionnaire, de dire comme, OK, j'aimerais te faire ce cours ici. Le gestionnaire dit non. Tu as le droit de demander, OK, pourquoi? Explique-moi, c'est-tu pas une priorité? Mhm. Ça tu rien à faire avec mon développement de carrière? Comme je pense que tu peux continuer la conversation avec ton gestionnaire pour savoir le raisonnement en arrière du non d'une manière respectueuse. On s'entend. Mais je pense que comme, tu sais, si que tu arrives avec ton gestionnaire à travers de cette conversation-là, de dire j'aimerais de me diriger dans cette direction ici pour ma carrière à travers du gouvernement fédéral, et je pense que ces cours ici pourraient potentiellement être bénéfiques pour toi présentement, mais aussi pour moi à travers de mon développement de carrière. Je pense que là, ça pourrait potentiellement ouvrir des différentes portes de conversation avec ton gestionnaire à travers de comme eux autres prendre la décision par rapport à ce qu'ils veulent vous supporter à travers tout ça. Exact. Mais je veux dire aussi que l'alignement avec les priorités organisationnelles et sectorielles est important. Donc, il faut faire le lien entre ce que vous aimeriez apprendre, puis aussi les priorités de l'organisation sectorielle ou le gouvernement du Canada aussi. Donc, aider votre gestionnaire pour voir ce lien-là, puis demander, comme Mathieu a dit, les explications et négocier le temps entre la formation pour votre poste actuel, puis ce que vous aimeriez faire dans le futur. Vite, vite, moi je dirais, trouve d'autres façons de le faire de façon informelle. Joignez-vous à des comités au sein de votre organisation. Allez trouver d'autres personnes. Essayez de trouver des façons créatives d'aller chercher l'information, point de vue bénévolat, même à l'extérieur du travail, euh, pour ensuite essayer de trouver peut-être un nouvel emploi avec tout Ex- ça aussi, comme une autre façon de trouver des compétences. Exact. Wow, wow, wow. Gros merci à vous trois. Je vous applaudis. Merci beaucoup d'être parmi nous et d'être un bénévole avec votre temps aujourd'hui. Donc, c'était vraiment, c'est maintenant la clôture de notre conférence. Il y a un sondage, la dernière sondage de l'année, qui est une rétroaction. Donc, ça va être anonyme. En tout cas, je veux juste parler un peu pendant que vous répondez au sondage. Merci beaucoup d'être venu, aux panélistes aussi. Merci aussi aux bénévoles de l'équipe de production, l'équipe du RGFF, aussi les participants. Sans vous, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, grand merci. C'est la fin de notre conférence. Donc, Hmm. je souhaite une très bonne année et j'espère de vous voir au autre événement de journée d'apprentissage en personne. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, contactez-nous, mais aussi tous nos ressources sont sur notre page de JC Wiki. Donc, c'était vraiment un plaisir d'être ici avec vous et c'est la fin. Donc,